Mesdames, Messieurs les jurés, les mesquins jurés, chères contradictrices, pour saluer une dernière fois Jules César, resté en phase éliminatoire, il est de bon ton d'emprunter ces mots à son plus farouche contradicteur politique, Cicéron, le plus illustre modèle qu'un participant à ce concours puisse prendre. Il disait « Ô tempora, ô mores, ô temps, ô mœurs ». Et Cicéron serait bien là s'il voyait l'état des mœurs de notre temps. Comment ne pourrait-il pas s'alarmer devant la question qui nous est posée ici? En est-on vraiment arrivé là? Vraiment? Nous ne serions devenus espèce supérieure que pour subir le joug d'une soumission souveraine et aimerions à ce point nos examinateurs que vivre sans eux n'en vaudrait pas la peine? Comment peut-on se demander cela? Si une vie sans examen, sans contrôle, sans test, ne serait pas une vie non valable, au fond, une vie non viable? Quand l'examen est-il devenu le critère de la valeur d'une vie? Qui a décrété que le fait d'être examiné ou non déterminerait si une vie mérite d'atteindre son terme? Car c'est bien là la question, la proposition qui nous est posée ici. Une vie sans examen vaut-elle la peine d'être vécue? La formulation de la question, le fait même qu'on se la pose, montre bien à quel degré d'égarement nous sommes parvenus, à quel point l'examen est devenu la norme. Alors, certes, on nous rétorquera, on l'a asséné, l'origine de cette sentence. Platon mettant en scène Socrate qui pose qu'une vie sans examen ne mérite pas qu'on la vive. Oui, mais Platon évoquait là l'examen dialectique, celui de la raison, l'analyse logique face aux sentences dogmatiques. Platon ne faisait pas, en amoureux de la liberté qu'il était, l'apologie de l'examen test, du contrôle que semble aujourd'hui faire primer notre société. En effet, impossible dorénavant d'imaginer une existence sans examen. Je ne nie pas qu'il est naturel de vouloir examiner, jauger ce que nous semble valoir l'autre. Mais cette tendance instinctive, animale, a été institutionnalisée, déshumanisée, pervertie. Dorénavant, tout est sujet à examen, de la faculté de conduire à l'état de santé, même l'éloquence. Peu de facettes de notre personnalité échappent encore au regard plus ou moins bienveillant de nos examinateurs. Et pourtant, quel étudiant en droit parmi vous n'a jamais imaginé, rêvé, être débarrassé des examens? Fini le contrôle continu, ces commentaires et autres exposés dans un prétorium qui ne marche qu'une fois sur deux. Fini les partiels, cette embellie funeste qui met l'étudiant au supplice 2, voire 4 fois dans l'année pour les malchanceux. Ne serait-il pas heureux, l'étudiant, d'être débarrassé de cette corvée, d'être ainsi libre, de profiter de tous les avantages de la vie estudiantine, des jeudis soirs sans contrainte, des soirées au curu sans conséquences, libre de suivre ses cours passionnément, paisiblement, sans le stress continu, lié à l'échéance toujours plus proche des examens? Qui pourrait me soutenir qu'une telle vie, une vie de liberté, de passion, d'apprentissage, d'enrichissement de soi, une vie heureuse, j'ose le dire, ne serait pas une vie qui vaut la peine d'être vécue? Poussons le raisonnement plus loin. Imaginons tous ensemble une vie où nous serions tous débarrassés des examens, où nul ne pourrait nous contrôler sans que nous le voulions. Ne serait-ce pas là l'essence même de la liberté? Je sais que cela est impossible, utopique, peut-être même dangereux. Mais n'est-ce pas beau de se dire que l'absence d'examen mène à la liberté? Car si on ne peut pas examiner un individu, on ne peut pas le comparer à un modèle, on ne peut pas le juger, encore moins le contraindre. L'absence totale des examens, c'est l'existence plénière de la liberté. Comprenez-moi bien, je ne remets pas en question l'utilité intrinsèque de l'examen. Je sais, comme n'importe quel étudiant, la nécessité de vérifier régulièrement les acquis
pour permettre un apprentissage sain et constant. Voilà, ça c'est parce que j'ai des partiels en février et des professeurs dans le jury. Mais la liberté, le premier terme de notre devise nationale, doit demeurer principe. Et l'examen, restreignant nécessairement, malheureusement, cette liberté, doit demeurer l'exception. Méditons les mots d'Albert Jacquard. Il disait « Oublions ces examens qui agissent comme des boussoles pernicieuses en orientant les efforts vers la réussite. La réussite des examens n'est pas celle d'une vie. Alors, chers amis, chères contradictrices, chers jurys, révisez, travaillez, suez sang, encre, surligneur, réussissez vos examens si le destin vous pousse à cette réussite. Mais si tel n'est pas le cas, ou si tel n'est pas votre choix, souvenez-vous toujours que, quoi qu'on puisse vous dire, vous prenez, vous prêchez, vous scandez, avec, mais surtout sans examen. Votre vie vaut bien toutes les peines que vous aurez à la vivre. Merci. Examen vaut-elle la peine d'être vécue? Lorsque j'ai lu le sujet, j'ai d'abord cru à un complot des professeurs. Je vous décris le contexte. Imaginez-vous recevoir le sujet pendant la période de Noël, c'est-à-dire après les examens de décembre, avant ceux de janvier, période où tout le monde se retrouve pour faire la fête, sauf l'étudiant en droit qui culpabilise. Alors que je commençais à me détendre, à profiter, les professeurs ont réussi, par un moyen certes subtil, à me rappeler jusque chez moi que je suis en période de révision, et pire, que je dois défendre les examens alors que c'est le moment où je les déteste le plus. C'est bien la preuve irréfragable que les professeurs sont animés d'une perversité des plus féroces. D'ailleurs, pour illustrer mes propos, il suffit de lire le sujet des Master 1 en épistémologie juridique. Déjà, l'intitulé de la matière m'a laissé perplexe. Je cite. Peut-on penser la normativité d'un texte en dehors de sa textualité? Je vais relire. Peut-on penser la normativité d'un texte en dehors de sa textualité? Non? Il n'y a que moi qui bloque. Merci la solidarité. Le jury croit qu'il n'y a que moi qui n'ai pas compris le sujet. Bref, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Nous avons assez de contradicteurs parmi nous qui dresseront une mythologie de l'enfer des examens. Alors il ne faut plus l'enricher. Bien au contraire, les examens sont essentiels. Pensez à nos prédécesseurs. Il fallait être fils d'eux pour espérer un diplôme. Quand je repense à mon père, éleveur de lamas, c'est pas comme ça que j'en serais arrivée là. L'examen est un puissant facteur d'ascension sociale, mais aussi de blocage pour certains qui avaient un destin tout tracé. Je pense notamment à Jean Sarkozy. Il a échoué à 2 classes prépa différentes, puis s'est tenté à la comédie, en vain. À défaut d'être comédien, le contre-pied, c'est bien la fac de droit. Il passe sa 2e année en 3 fois. Ce n'est qu'à l'âge de 27 ans qu'il obtient son master. Je constate que l'examen est un rempart à la reproduction de l'élite sociale en nous épargnant des incapables au pouvoir. L'examen est une valeur républicaine, eu égard à sa neutralité, gage d'égalité, demeurant au rang de principe fondamental. Il faut tout de même relativiser. Aujourd'hui en France, l'examen se trouve menacé. D'aucuns revendiquent la suppression du baccalauréat. Il peut aussi se trouver ridiculisé par l'instauration de pastilles de couleur. Apparemment, ces pastilles sont moins stigmatisantes
veulent simplement faire remonter leur cote de popularité en fait. Mais rassurez-vous, les élèves vous admirent. Surtout vous. Un petit peu moins. Sans transition, revenons au cœur du sujet, les révisions. Elles ne sont pas c'est pas une période des plus palpitantes, je vous le concède. Mais elles ont leurs avantages. Elles sont un alibi des plus efficaces quand on révise chez ses parents. On peut s'exonérer de débarrasser la table. Nos proches ne se doutent pas une seule seconde qu'on va débuter nos révisions par une heure de Facebook. C'est une période paradoxale. D'un côté, on met tout en œuvre pour échapper aux tâches ménagères. De l'autre, quand on révise, tout est une excuse pour faire une pause. Les plus précoces d'ailleurs. Cette période est aussi celle de la gestation de nombreuses résolutions. La prochaine fois, je m'y prendrai plus tôt. Ou mieux, la prochaine fois, je réviserai tout le long du semestre. On y croit dur comme fer pendant les révisions, et ces résolutions s'évanouissent comme par magie à la soirée post-partielle. C'est comme si elles n'avaient jamais existé. C'est malheureusement aussi valable pour tout le programme de droit. D'ailleurs, en parlant des cours à réviser, quand l'étudiant montre son pavé de cours, cela inspire deux sentiments à son interlocuteur. Le premier, c'est le respect. Ouh là là, je sais pas comment tu fais, ça doit être dur le droit. Merci d'enfoncer le clou, je t'en prie. Le second, c'est la pitié. Oh, mais on va tout apprendre par cœur alors? Le code civil et tout? Non, je ne suis pas en médecine, j'ai réfléchi quand même. J'admets que quand on sort de notre tout dernier partiel, on se sent libéré, délivré. Enfin, vous avez compris mon état d'esprit. Pendant ce temps, les enseignants vont rechercher leur monticule de copies à corriger. Pour les masters, on peut imaginer une quarantaine de copies. Pour les premières années, ça doit plutôt s'élever à 500 copies. Sachant que chacun dispense plusieurs matières et que vous devez bien passer 20 minutes à corriger chaque copie. Ouh là là, ça doit être dur. Je ne sais pas comment vous faites. Alors pour finir, je vous retourne votre question sadique. Une vie sans copie à corriger vaut-elle la peine d'être vécue?